Donc, j'ai pas de sujet magistral, mais je souhaitais partager avec vous des discussions que j'ai avec les entrepreneurs que je conseille. Et il y a un certain nombre de sujets qui reviennent en ce moment, des sujets d'actualité. Et donc, je souhaite aborder deux sujets avec vous. Un, le PGE, et deux, réduction des charges. Alors, d'abord, le PGE. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, ben voilà, la crise, c'était en mars dernier, j'ai bénéficié d'un PGE en mars dernier, c'était pour un an, il va bientôt falloir que je rembourse, je ne sais pas si je rembourse ou je ne rembourse pas. Comme je le disais au séminaire de janvier, moi, mon constat, c'est que pour beaucoup d'entreprises, bah, la trésorerie est au plus haut, et en particulier à cause du PGE. Pourquoi? Parce que le montant du PGE, ça a été généralement un quart du chiffre d'affaires, et les pertes générées par la crise, ben, très souvent n'étaient pas à hauteur de ce niveau-là. Et donc, la plupart des entreprises que je suis ont des plus hautes trésoreries, et essentiellement animées par le PGE. Alors, ce que je voulais d'abord dire, c'est que rappeler, c'est que vous savez que depuis le 14 janvier dernier, c'est-à-dire il y a 8 jours, eh bien, le PGE, je mets dans le lien l'adresse d'un site sur le site du gouvernement sur le PGE. Ben, le PGE a été reporté d'un an. Hein. Je lis le contenu du site. Une entreprise ayant contacté un PGE qui ne serait pas en mesure de le rembourser pourra demander un report d'un an et commencer à le rembourser en 2022 au lieu de 2021. Toutes les entreprises sont invitées à aller voir leur conseiller bancaire pour décider du plan de remboursement. Donc déjà, il y a un gain d'un an. Donc, a priori, sauf cas particulier, c'est pas maintenant que ça se passe. Il faut demander cet étalement, et normalement, ça devrait être l'année prochaine. Bon, ceci dit, la question de rembourser ou de ne pas rembourser se posera. Moi, j'ai beaucoup de clients qui disent, ben, j'ai beaucoup de trésor, le montant du PGE, je ne m'en sers pas vraiment. Est-ce que je le rends ou est-ce que j'étale le PGE? Alors, vous voyez également dans cette même page web les taux qui vont être appliqués. Et vous voyez que si vous décidez de demander un étalement à la durée maximale, le taux maximal d'intérêt qui vous sera demandé est de 2,5%. 2,5%, ce n'est pas grand-chose. Si vous déduisez l'inflation résiduelle qui reste aujourd'hui, ça reste pas grand-chose. Donc, à cette question, faut-il le rembourser en anticipation ou l'étaler? Bah, moi, ma première réponse, ce serait de dire c'est quand même un financement pas cher avec zéro garantie. Donc, premier élément de réponse, c'est quand même très intéressant. Oui, mais si je ne l'utilise pas, à quoi ça me sert? Eh bien, je prends un exemple. Mettons une entreprise qui est 404 trésorerie plus 404 PGE, ce qui fait un total de 800K. Ben, avec 800K, elle pourra faire un investissement de 3 ou 400K sans toucher au PGE, parce que le matelas d'amortissement que constitue le PGE lui permettra de faire cet investissement tout en se gardant une marge de sécurité. Donc, alors que si elle n'a que les 404 trésoreries et qu'elle a remboursé le PGE, jamais elle ne se mettra en danger à investir ce montant-là. Donc, même sans utiliser à proprement parler le montant du PGE, ça constitue un matelas amortisseur qui facilite les investissements, et donc ça me semble être une raison légitime pour demander cet étalement. Il y a aussi le cas des entreprises qui
ont des niveaux de dette très élevés, voire même j'ai un client qui a des fonds propres négatifs et qui a quand même bénéficié du PGE. S'il rembourse le PGE et qu'il a un investissement à faire et qu'il va voir sa banque, ça sera no way pour avoir un nouveau prêt. Voilà. Donc, d'une manière générale, moi, je recommande plutôt d'étaler au maximum. Il peut y avoir des cas particuliers. J'ai vu aussi, j'ai un autre client dont le banquier lui a dit non, non, mais moi, ce que je vous propose, c'est vous rembourser le PGE et si vous avez besoin d'un prêt moyen terme, moi, je vous le fais et à des conditions plus avantageuses que celles du PGE. Donc, deuxième niveau de réflexion, c'est aller discuter avec votre ou vos banquiers pour savoir si, au vu de votre bilan et en particulier de votre bilan prévisionnel 2020, eh ben, ils seraient prêts à vous faire un prêt en cas de besoin et dans quelles conditions. Et dans ce cadre-là, il peut être possible que ça vaille le coup de rembourser. Voilà ce que je voulais dire sur le PGE, qui est une question qui est très souvent abordée avec l'anniversaire. Patrick. Oui, il faut probablement recommander, Tristan, à nos clients, je pense que tu seras d'accord ou pas, j'en sais rien, mais tu vas me dire, de préempter la discussion avec leur banquier, c'est-à-dire d'aller les voir, prendre rendez-vous maintenant, un peu en avance, hein, on disait sur au 10e mois après la souscription, il faut engager le dialogue pour savoir ce qu'on veut faire. Donc prenez rendez-vous euh, avec vos banquiers, éventuellement vos directeurs de centre d'affaires ou directeurs d'agence, donc votre interlocuteur habituel et son supérieur direct, et allez leur présenter l'état de votre entreprise, c'est-à-dire est-ce que l'année 2020 finalement a été comme ci ou comme ça, et votre prévision pour 2021. Et dans ce contexte-là, discutez avec eux des options. Ça, c'est la première recommandation. Ne traitez pas ça comme un outil administratif. Je dois envoyer un courrier à mon banquier pour lui dire ce que je vais faire du PGE, mais allez en parler, j'allais dire, de vive voix, alors peut-être en visio, mais de vive voix. Deuxième chose, il y a un certain nombre de nouveaux produits qui vont apparaître, notamment en mars, nous dit-on, qui seront des prêts de très long terme. Alors, ça ne dit pas ce qu'on doit faire avec le PGE directement, ça veut juste dire que pour ceux qui souhaitent investir et profiter de cette crise pour investir massivement, il semblerait qu'on ait un prêt de très long terme. Alors, on parle de 8 à 10 ans pour la durée, ce qui est exceptionnel compte tenu des évolutions de la réglementation bancaire ces dernières années, avec 2 à 3 ans de différé d'amortissement. On n'a pas encore les contours, bien sûr, précis de cela, mais on vous le donnera dès qu'on aura des informations claires là-dessus, et on organisera bien sûr une chronique avec les gens qui sont en pointe sur ces sujets-là. Merci Patrick. Donc je voudrais aborder le deuxième sujet qui revient régulièrement dans les discussions que j'ai avec des entrepreneurs, qui est la question de réduction des charges. Alors, vous savez qu'en période difficile, hein, il y a pas mal d'entreprises qui ont été affectées et qui ont eu des problèmes de rentabilité. Et bon nombre de ces entreprises sont lancées dans un plan de réduction des charges. Et les retours que je partage avec vous, c'est que ça se passe étonnamment bien. Il y a une fenêtre actuellement liée à la crise du Covid qui fait que tous les fournisseurs, quand vous leur demandez des nouvelles conditions ou des remises, comprennent parfaitement et ne rechignent pas à baisser leurs conditions et à faire des remises. J'ai eu plusieurs retours de ce type-là. Un chef d'entreprise qui me dit, j'ai pris tous mes postes de charge, j'ai renégocié avec tout le monde et ça s'est passé comme une lettre à la boîte. Donc, ça me semble être une bonne pratique à partager avec vous. Reprenez tous vos... bon, alors je ne parle pas des salaires qui malheureusement sont souvent le premier poste et qui est un cas particulier,
mais tous les autres fournisseurs, les comptables, les avocats, l'informatique, l'hébergement, les sous-traitants, le contrôle de gestion, les prestataires divers et variés. Et donc, moi, ma recommandation, c'est faites une passe, expliquez que les temps sont durs et que vous... ça me fait penser à ce qu'a fait l'industrie automobile il y a quelques années où il convoquait tous les fournisseurs et il disait soit vous faites moins 30%, soit vous êtes dehors. Bon, c'est peut-être un petit peu brutal, mais en tout cas, il y a une fenêtre d'opportunité et donc je recommande d'en profiter. Et puis c'est un exercice qui est extrêmement sain. Alors je voudrais insister sur un point particulier qui est le poste locaux. Vous savez que dans beaucoup d'entreprises, après le poste salaire, le poste locaux est un des principaux postes. Eh bien, ce que je constate, c'est que j'ai une forte proportion des gens que j'accompagne qui ont tout simplement décidé, avec le télétravail, de faire une croix sur leurs locaux fixes. Et j'ai plusieurs chefs d'entreprise qui ont dit, ben, on dénonce notre bail et on va se débrouiller. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus en télétravail. Oui, on sait, le télétravail, c'est loin d'être l'idéal, ça pose tout un tas d'autres questions et que le mixte qui apparaît comme le plus efficace et le plus productif, c'est quelques jours en télétravail et puis quelques jours aussi sur place. Sauf que pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des locaux fixes. Et là, le même client qui avait fait une remise, un passage une réduction des charges, ben voilà, il a décidé de rendre ses locaux et d'avoir un abonnement avec un coworking avec possibilité de location de salle lorsqu'il va faire ses réunions avec ses équipes, mais on transforme un coût fixe avec des locaux sous-utilisés par un coût variable via l'utilisation de coworking et l'impact sur ce compte de résultats est extrêmement significatif. Donc, je voulais partager ce retour d'expérience avec vous. Merci Tristan, et effectivement un bon sujet à continuer à évoquer dans le rapport, notamment est-ce qu'on ne peut encore, tu avais parlé il y a quelques mois des entreprises remote Mm. et donc d'entreprises qui avaient qui n'avaient pas d'espace. Nous avons d'ailleurs des clients qui fonctionnent sur ce modèle-là et la clé, c'est évidemment comment on maintient un esprit d'équipe, des valeurs et une Mm. vision partagée quand on ne se voit pas physiquement. Justement, je vois que Franck est là et Franck, c'est quelque chose qu'il a fait récemment. Peut-être, Franck, tu peux témoigner de comment ça s'est passé dans ton cas de figure. Il faut que tu actives ton micro. Oui, voilà. Bonjour à tous. Alors, effectivement, donc, moi, j'ai opté pour cette approche plusieurs mois avant la crise du Covid, hein, indépendamment. Donc, je ne peux donner de leçons à personne qui aurait un travail nécessitant une localisation physique. Bien évidemment, ce que je vais dire s'applique à des gens qui, comme moi, ont une activité le permettant. J'ai pas fait une étude sociologique ou organisationnelle vaste me permettant de donner la moindre leçon. Pour autant, je peux témoigner du fait que je suis éditeur de logiciels, j'ai une activité me permettant de le faire. J'ai des collaborateurs un peu partout en France, y compris pour la partie recrutement. Le télétravail marche formidablement bien, je peux en témoigner. J'ai pu recruter des gens à distance, y compris localisés à l'étranger au moment où le recrutement se faisait, et ça marche parfaitement bien. Alors, évidemment, ça pose quelques questions, quelques problèmes d'organisation, de modalité, mais pas plus que les problèmes posés par des équipes qui font 1h30 le matin pour arriver au bureau.
ça pose d'autres types de problèmes. Il y a des avantages, des inconvénients. En tout cas, moi, je peux témoigner d'une chose, c'est que en gérant les problèmes en question, ça marche formidablement bien.